Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue fidèles de la radio publique africaine, nous sommes le 8 février 2020, le sommaire de cette édition. Le paludisme a tué plus de 3000 personnes au Burundi l'année dernière, c'est le bilan donné par l'Organisation mondiale de la santé. Et la carence d'engrais chimiques perturbe la croissance des plantes à Cibitoke. Les agriculteurs sont désespérés. Vous aurez les détails dans cette édition. Et comme tous les samedis, la seconde partie du magazine est réservée à la rubrique Au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la problématique de la succession au sein de la population de sexe féminin au Burundi. À la cabine technique, il y a Steve Niungeko et ingénieur Ejide Mwemero. Dans quelques instants, nous abordons les détails de cette édition. Je vous le disais en titre, plus de 3000 personnes sont mortes à cause de la malaria en 2019 au Burundi. C'est du moins ce qui ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, rapport publié le 6 février dernier. Ce rapport montre que 80% de la population burundaise a connu un épisode de paludisme au cours de l'année 2019. Les grandes lignes de ce rapport avec Emmanuel Niungeko. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, publié le 6 février 2020, fait état d'un total cumulé de 8 892 300 cas de paludisme et de 3 294 cas de décès entre le 1er janvier et le 29 décembre 2019. Cela reflète une augmentation de 88% du nombre de cas de malaria et de 62% des cas de décès par rapport à 2018. Comme la population totale était estimée à 11 179 000 en 2015, cela signifie que jusqu'à 80% de la population a connu un épisode de paludisme au cours de l'année 2019, selon le rapport hebdomadaire sur l'épidémie partagé par le ministère de la Santé et de lutte contre le sida. L'incidence de nouveaux cas de paludisme a diminué au cours du mois de janvier 2020 par rapport à décembre 2019, la charge de travail hebdomadaire moyenne étant passée de 150 000 à 129 130. Malgré cette diminution attribuée principalement à la récente distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et aux campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans 4 provinces couvertes par le programme de l'International Medical Corps IMC en sigle, la majorité des districts sanitaires sont encore au-dessus de la ligne d'alerte. Au cours des 3 premières semaines du mois de janvier, 164 cas de décès ont été signalés. Le rapport de l'OMS parle d'une récente distribution de 6 900 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides dans 47 districts avec le soutien de l'USAID et du Fonds mondial, une distribution qui était accompagnée par des activités de sensibilisation dans tout le pays. Cependant, l'OMS regrette le fait que nombreuses moustiquaires distribuées sont vendues sur les marchés dans le pays, en particulier dans les zones rurales où elles sont utilisées pour la pêche. L'OMS dit que si une éducation cohérente pour le changement de comportement n'est pas effectuée, cette fois-ci, la tendance à l'amélioration de l'incidence du paludisme devrait s'inverser au cours des prochains mois. L'OMS constate que le paludisme continue à être l'une des principales causes de la mortalité au Burundi. Selon cette organisation, cela est associé à d'autres conditions telles que l'anémie qui touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, provoquant un faible poids à la naissance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques actions doivent être menées pour la lutte contre le paludisme. Il s'agit entre autres de la protection contre les piqûres de moustiques grâce à la distribution d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides, la sensibilisation et la communication sur le changement de comportement ainsi que la lutte antivectorielle par la pulvérisation résiduelle intérieure dans les zones à forte prévalence du paludisme. Parlons à présent de cette carence d'engrais qui s'observe dans la commune Cibitoke où il y a désespoir chez les agriculteurs. Les cultures commencent à jaunir suite au manque de ces engrais. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent en trouver sur le marché noir où ils s'achètent à un prix exorbitant. Vicky Chris Ninheret.
Beaucoup de cultivateurs en province Cibitoke espéraient qu'ils n'auront plus de problèmes en rapport avec l'engrais chimique pour leurs champs pendant cette saison culturelle B, comme le leur avaient promis différentes autorités administratives. Néanmoins, le manque de l'engrais chimique de type FOMI continue à s'observer et là où il est disponible au marché noir, il s'achète à un prix exorbitant. Un des cultivateurs témoigne. Un sac de 25 kg de l'engrais chimique coûte 80 000 francs bouts. On avait déjà payé de l'argent pour la saison culturelle A, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas encore eu. On trouve que c'est un problème à cause de cette manque d'engrais chimique. Un des responsables dans le secteur agricole et dans la province de Cibitoke confirme cette carence d'engrais chimiques. On a pu amener de l'engrais chimique, mais il était en quantité insuffisante par rapport à la demande. C'est vrai qu'il y a une manque de cet engrais chimique. Seuls les cultivateurs de la plaine ont déjà bénéficié de cet engrais chimique. Ce sont notamment ceux des communes Buganda et Rugombo. Mais ceux de Mabayi, Mugwi et Bukinanyana n'ont pas encore eu cet engrais chimique. Et pourtant, dans une conférence publique animée le 26 décembre dernier, le président de la République avait promis aux agriculteurs l'abondance de l'engrais organo-minéral FOMI pour la saison culturelle B. Également, Pierre Nkurunziza avait promis une indemnisation aux agriculteurs qui avaient payé en avance pour avoir l'engrais, mais qui finalement n'ont pas été servis. Suivez Pierre Nkurunziza, c'est le président de la République du Burundi. À la question en rapport avec l'engrais FOMI, je dirais qu'il y en a en quantité suffisante. L'usine a ouvert cette année même. Certes, le début est toujours difficile, mais d'ores et déjà, l'usine FOMI a bien démarré. Nous aimerions en profiter pour demander pardon aux agriculteurs qui avaient versé leur argent, mais qui finalement n'ont pas été servis. Ils seront servis prochainement. Il y a de l'engrais en quantité suffisante et tout le monde sera servi. Ceux qui n'ont pas été servis dernièrement seront indemnisés pour que leur argent ne parte pas en vain. Cela a été dû à des commerçants qui se permettaient de vendre cet engrais et à un prix exorbitant. Ils vont même jusqu'à le vendre à l'extérieur du pays. Mais cette fois-ci, je voudrais vous tranquilliser. En collaboration avec l'usine FOMI, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage maîtrise la situation. Le président de la République parlait en langue nationale et la traduction en français a été faite par Trésor Nyongao. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gabanyagihugu. Vous pouvez également recevoir ce magazine à travers votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur le plus 49 151 294 16 348. C'est notre numéro WhatsApp. Tout de suite, nous passons à la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Politique à présent, les membres du parti CDP, parmi ceux qui sont rentrés dernièrement de l'exil et qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enrôler dans le cahier des électeurs, n'auront pas le droit de participer aux élections. La déclaration est de Pierre Claver Kazihise, c'est le président de la Commission nationale indépendante. Il répondait aux questions des membres du parti CDP lors d'une rencontre organisée ce vendredi entre la CENI et les partis politiques qui comptent participer aux échéances prochaines électorales. Selon Pierre Claver Kazihise, la mesure concerne également les membres du parti FNL qui ont rejoint ce parti en provenance du CDP. Pour les Burundais qui viennent de rentrer actuellement, c'est une bonne chose qu'ils soient intéressés par le fait de pouvoir figurer aussi sur la liste électorale. Mais vous savez, tout travail a des délais. Et aussi, le travail de préparation des élections, il a des délais. C'est pourquoi d'ailleurs nous avions sorti le calendrier électoral en juin 2019. C'était pour donner le temps à tous ceux qui sont intéressés, notamment pour participer au vote, se faire élire, pour que chacun de son côté puisse se préparer.
Donc, on avait pratiquement 6 mois pour que les personnes intéressées à participer aux élections, à se faire inscrire. Nous avons fait l'inscription, l'enrôlement au mois de décembre. Maintenant, l'enrôlement est fini. Nous avons même sorti actuellement la liste électorale définitive pour dire que les questions d'enrôlement, la question de détermination du nombre d'électeurs, cette question-là est close. Ça veut dire que nous avons la liste. Nous sommes maintenant en deuxième phase. Pouvoir, n'est-ce pas, collecter ceux qui veulent se faire élire. Et bien sûr, la troisième phase sera bien sûr l'élection proprement dite. Maintenant, dans cette deuxième phase, il n'y a pas moyen de retourner en arrière, à moins que l'on change complètement le calendrier électoral, ce qui n'est pas possible non plus, parce que le calendrier, n'est-ce pas, tient compte des délais, des mandats et autres qui doivent être absolument respectés. Donc, ceux qui voudraient qu'on procède encore à un nouvel enrôlement, je vais leur dire que pour le moment ce n'est pas possible, mais qu'ils pourront s'enrôler dans les prochaines élections, les élections de 2025, les élections de 2027, ils pourront effectivement s'enrôler comme ils veulent bien. Voilà, c'est Pierre Claver Kazi, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante au Burundi. Page économie, la Banque de la République du Burundi a pris hier une mesure sur le retrait d'agrément à tous les bureaux de change œuvrant sur le territoire national. Cette mesure vient au moment où beaucoup de cambistes ont été persécutés, certains emprisonnés, d'autres même ont été tués. Explication, Trésor Nyonga. Dans le communiqué sorti ce vendredi 7 février 2020, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Jean Chiza, fait savoir que l'agrément qui avait été donné au bureau de change leur est retiré suite au non-respect généralisé du contenu du circulaire numéro 1/RC/19 relative à la marge à appliquer par les bureaux de change dans leurs opérations et à la protection de la profession de change et aux conséquences néfastes que ce manque de respect de la réglementation cause à l'économie nationale. De ce fait, ce communiqué oblige les propriétaires de ces bureaux de change d'enlever immédiatement les pancartes dont les écriteaux portent le nom de bureau de change. Ce communiqué fait savoir que dorénavant, seuls les bureaux de change ouverts par les banques sont autorisés à assurer le change manuel des devises étrangères contre la monnaie nationale et cette mesure entrera en vigueur à partir du 15 février 2020. Le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Jean Chiza, demande aux autorités auxquelles il a adressé la copie du communiqué de veiller au strict suivi de cette mesure. Il s'agit du ministère de l'Intérieur et celui de la Sécurité publique, l'administration générale du Service national des renseignements ainsi que tous les gouverneurs de province. Ce communiqué apparaît au moment où 3 des cambistes ont déjà été exécutés et beaucoup d'autres sont encore sous les verrous. Faustin Ndikouma n'en a pas tardé à réagir sur cette décision. L'économiste indépendant estime que la mesure de la BRB fait reculer le pays au moins de 3 décennies. Faustin Ndikouma a fait savoir que si le gouvernement a une carence de devises, il peut relancer la coopération internationale. Il estime que les banques commerciales ne pourront pas satisfaire la demande. Suivez Faustin Ndikouma. Que faire d'abord? Il faut analyser la situation de façon froide. D'abord, il faut considérer que les devises provenant de la coopération internationale, les relations entre pays, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, avaient une place très importante. Parce qu'aujourd'hui, si le ministre des Finances peut nous faire une analyse sur comment aujourd'hui on exploite les mines de terres rares de Dakar, on a commencé à exploiter les mines d'or ici et là, mais paradoxalement on constate une chute des réserves de change de 3 mois jusqu'à un mois, une situation inédite qui n'avait pas été au moment
où on n'avait pas encore commencé à exploiter ces minéraux. Actuellement, il faut plutôt permettre cette libéralisation parallèle parce que il faut que le gouvernement soutienne les opérations d'exportation, il faut que le gouvernement soutienne les achats des étrangers, des touristes ici en devises, les opérations en devises. Il faut que les bureaux de change soient plutôt des centres d'attraction des devises, même ceux qui entrent à l'informel, pour que on puisse satisfaire la demande en devises de plus en plus grandissante. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire après? C'est contracter par exemple un crédit d'urgence pour soutenir la balance commerciale. Dans ces jours-ci, si ce crédit est là, ça veut dire que la banque centrale pourra commencer à organiser par exemple des ventes aux enchères dans les banques commerciales pour soutenir aussi les opérations d'importation de grande envergure, comme les importations des entreprises stratégiques comme la Braloudi. Et puis, le reliquat peut être aussi transféré au bureau de change pour essayer d'équilibrer, de réguler le prix une fois le prix augmente si l'arrêt de devise se fait de plus en plus sentir. J'imagine qu'il faut prendre des mesures concrètes et pragmatiques et qui tirent sur une vérité évidente. Voilà, c'est Faustin Ndikoumana, l'économiste indépendant. Dans quelques instants, nous parlons de la page éducation. Les étudiants des premières années à l'école normale supérieure NS en sigle demandent leur pré-bourse pour pouvoir organiser leur quotidien. Depuis le début de l'année académique en octobre dernier, ils n'ont pas encore bénéficié de ce crédit accordé par le gouvernement du Burundi. Les détails avec Onésime Dushimagize. L'ouverture de l'année académique pour ces étudiants de l'école normale supérieure NS a eu lieu le 14 octobre 2019. Depuis lors jusqu'à présent, la plupart d'entre eux n'ont pas encore eu l'assistance de l'État communément appelée pré-bourse, notamment ceux des premières années, alors que c'est grâce à elles qu'ils parviennent à payer le loyer, la nourriture et bien d'autres besoins quotidiens. Les étudiants qui sont plus victimes de ce retard de bourse sont ceux en provenance des familles modestes et qui n'ont pas de famille en ville. La plupart d'entre eux ont déjà abandonné les cours et sont retournés dans leur province d'origine à cause du manque de moyens financiers, comme l'indique l'un de ces étudiants. Ils sont en train de nous faire sortir de leur maison parce qu'on n'a pas de moyens pour payer le loyer. Ceux qui ont des moyens ou qui ont eu la chance d'avoir des parentés en ville continuent à suivre les cours. Mais la plupart des étudiants qui proviennent des familles modestes comme moi, nous avons déjà suspendu les cours pour rejoindre nos familles à l'intérieur du pays par manque de moyens financiers. Nous avons appris que certains de nos confrères du campus Mugara en province Rumongue sont eux aussi retournés chez eux, fuyant les dettes qu'ils ont contractées pour survivre. En contractant ces dettes, ces étudiants espéraient que la bourse en question serait bientôt débloquée, comme leur avaient promis certains de les représentants. Nous n'avons pas pu joindre les responsables du service de bourse et stage pour avoir de la lumière à ce sujet. Franchissons à présent la frontière ougandaise et 300 demandeurs d'asile burundais ont été accueillis en Ouganda depuis 2 mois. La majorité sont des militants du parti CNL qui fuient la persécution perpétrée par des Imbonerakure après avoir été enregistrés par la police ougandaise. Ceux qui se sentent incapables de vivre dans les villes sont immédiatement conduits au camp de Nakival. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Ces nouveaux Burundais demandeurs d'asile en Ouganda sont aidés par leurs frères réfugiés pour l'enregistrement à la police. Ils les aident surtout à l'interprétation de la langue de ce pays. L'un d'eux témoigne, disant qu'ils ont déjà enregistré plus de 300 demandeurs d'asile. L'activité d'enregistrement se fait chaque mercredi. Depuis décembre 2019 jusqu'à mercredi de cette semaine, nous avons accueilli plus de 300 réfugiés burundais. Dans cet effectif, il y a des hommes, des femmes. Les jeunes sont estimés à 120. Les femmes sont majoritaires. Nombreux parmi ces nouveaux Burundais demandeurs d'asile sont des membres du parti CNL qui fuient la persécution des Imbonerakure.
Tous les réfugiés disent qu'ils sont membres du parti Senel et qu'ils ont fui la persécution qu'ils subissent de la part des Imbonerakure et le régime de Pierre Nkurunziza. Ils disent qu'on leur forçait à cotiser pour les élections. Si nous essayons de les écouter, nous sentons qu'ils souffrent du traumatisme et peut-être qu'ils ont passé plusieurs nuits sans abri. Une semaine après leur enregistrement, ces demandeurs d'asile bénéficient d'un document qui leur permet une libre circulation dans la ville de Kampala. Ceux qui ne veulent pas rester dans les villes sont conduits au camp de Nakivale. En Ouganda, ils nous suivent également sur la page Facebook de la RPA Ijwi Giawanyagihugu, c'est en direct. Dans quelques instants, nous passons à la seconde partie du magazine. Le mini-magazine au cœur de la société se focalise aujourd'hui sur le droit à la succession de la femme burundaise. Thierry Bigirindavi est à la présentation du mini-magazine au cœur de la société. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Giawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, une femme n'hérite pas la propriété foncière de ses parents. Elle exploite la terre de son mari et elle peine même à hériter de son mari quand le couple n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Aujourd'hui, la loi ne dit rien sur le régime de succession au Burundi. La référence reste la coutume. Un projet de loi accordant le droit à l'héritage aux femmes au même titre que leurs frères vient de passer plus de 15 ans au gouvernement et n'a pas pu être analysé. Qu'est-ce qui empêche la promulgation de cette loi? Qu'en disent-ils les activistes de la cause féminine sur ces pratiques discriminatoires en matière de succession dont sont victimes les Burundaises? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 8 février 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Bienvenue. Sur les litiges dits aux conflits liés à la succession, les cours et tribunaux font recours à la jurisprudence et au droit coutumier, alors que la coutume burundaise considère qu'un garçon est supérieur à sa sœur. Il y a un vide juridique en matière de succession au Burundi. Un manque de volonté politique au sommet du pouvoir exécutif fait perdre l'espoir d'une promulgation de la loi sur la succession au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza est un peu plus clair sur cette loi. Si nous considérons la succession, comment nos ancêtres s'y prenaient-ils dans leurs coutumes? Parce que tu peux agir dans la précipitation et cela peut poser des problèmes. Les Burundais, on n'agit pas dans la précipitation. À l'occasion de la Journée internationale de la femme à Kayanza, j'ai personnellement posé la question aux femmes qui étaient autour de 30 000 ce jour-là, en leur disant que de nombreuses voix se lèvent au sein du gouvernement demandant la mise en place d'une loi sur la succession pour les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Personne n'a levé le doigt. Il nous faut donc de la patience. Le Burundi n'est pas les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre. Peut-être demain ou après-demain, cette loi sera acceptée. Mais je ne veux pas que vous m'induisiez dans l'erreur, jamais. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Le rôle d'une femme au foyer n'est plus seulement d'une femme ménagère. Au même titre que son frère, une fille doit se battre avec la vie pour faire vivre la famille. Rien ne justifierait sa discrimination sur l'héritage de ses parents. C'est le point de vue d'Anne Niyuhire, journaliste et activiste pour la défense des droits des femmes. Une femme, c'est un enfant comme les autres. C'est un enfant comme les autres qui a les mêmes droits que leurs frères. Si vous êtes tous de la même famille, vous avez les mêmes droits. Et qui dit les mêmes droits, ces droits ne cessent pas dès que votre papa n'est plus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans le temps, dès qu'une fille se mariait, c'était pour s'occuper des travaux ménagers, c'était pour rester à la maison, c'était pour s'occuper de la maison des enfants. Mais aujourd'hui, même un garçon pour choisir son épouse, il va voir qu'est-ce qu'elle va contribuer dans le ménage. Donc, la femme ne reste pas à la maison, elle doit courir aussi, elle doit travailler pour contribuer à l'économie du ménage. Alors, pourquoi on doit prendre toutes les richesses de la maison ou de la famille et les partager entre les garçons? La fille
qui doit sortir de la maison, qui doit aller chercher et l'exclure et dire toi tu n'en as pas besoin. Moi je pense que c'est une injustice. Je me souviens que le projet de loi était au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce projet n'a pas été voté parce qu'on se disait il faut attendre, ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes dans les familles. Pourquoi ça ne crée pas des problèmes dans les familles d'autres pays? Parce que, par exemple, au Rwanda, dans d'autres pays, les femmes héritent comme leurs frères. Et pourquoi ça ne cause pas de problème? Ça vient causer les problèmes au Burundi. Moi, je me dis il faut dépasser cette mentalité et réclamer. Nous, les femmes, devons continuer à réclamer nos droits. Pour l'avocate Runja Immaculée, étant donné que la constitution du Burundi et d'autres instruments juridiques internationaux que le pays a ratifiés posent le principe de l'égalité et de la non-discrimination en droit et en dignité en faveur de tous les Burundais sans distinction aucune, priver les femmes et les filles à l'héritage est une violation grave de leurs droits. L'article 19 de la constitution burundaise dit que tous les droits et les devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés par le Burundi font partie intégrante de la Constitution. L'article 13 dit que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les Burundais jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection devant la loi. Un exemple d'un article, c'est l'article 22 qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. Vous comprenez que ce soit dans les instruments internationaux ratifiés par le Burundi, que ce soit dans le dispositif législatif burundais, on consacre l'égalité. Alors, dire que cette fois-ci, la question sur la succession devient une question qui relève de l'approbation, de la négation des femmes, c'est faux. C'est d'abord une question qui relève de la responsabilité de l'État. Donc, cette loi est nécessaire. L'État doit s'engager à la mettre en place pour assurer la sécurité foncière, la sécurité des Burundais en général et limiter tous ces conflits et aussi faciliter la justice pour tous. Dans un pays comme le nôtre, avec une population qui vit de la terre à plus de 90%, priver les filles et les femmes à leur droit à la succession de la terre de leurs parents revient à priver une partie de la population en facteur de production. Un manque de volonté politique a été et reste l'obstacle d'une mise en place d'une loi qui réglemente les successions et réhabilite la femme et la fille burundaise dans son droit à l'héritage au même titre que son frère. Les autres pays de la sous-région ont déjà dépassé ce stade. Les femmes et les filles ont les mêmes droits que leurs frères devant la loi. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société. Thierry Biguinavier était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est le mini-magazine de la synergie des médias qui clôture notre magazine Humura Burundi du 8 février 2020. Merci à Steve Nyungeko et à ingénieur Ejide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emilie Nibasumba, je vous présentais ce magazine. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.